Thank you everyone for joining. So we're going to start. Merci à tous de vous joindre à nous. Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous allons attendre encore quelques instants afin que plusieurs participants, ou plutôt plus de participants, aient l'opportunité de se joindre à nous. Before we start, I'd like to share some instructions on interpretation. Avant de commencer, laissez-moi vous donner quelques instructions pour accéder à l'interprétation. Vous pouvez accéder à l'interprétation vers le français ou vers l'espagnol pendant l'événement. Une intervenante parlera en espagnol et sera traduite en français et en anglais. Si vous souhaitez accéder à l'interprétation, il vous suffit de cliquer sur l'icône en forme de globe en bas à droite de votre écran, puis de sélectionner la langue de votre choix. Vous pourrez ensuite sélectionner, ou plutôt cliquer sur « Désactiver l'audio d'origine », c'est-à-dire désactiver la voix originale. Nous disposons également d'une transcription en direct de l'événement, mais seulement en anglais. Pour y accéder, je vous recommande donc de cliquer sur « Transcription en direct », puis sur « Afficher les sous-titres ». Pour voir la transcription dans son intégralité, cliquez sur « Voir la transcription entière ». Vous pouvez également modifier la taille du texte. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ishita Dutta. Je suis chef de projet chez EWID. Et je suis membre de l'Observatoire sur l'universalité des droits humains. Laissez-moi vous fournir quelques informations générales sur l'événement d'aujourd'hui. Nous allons parler des attaques auxquelles sont soumis les droits humains et plus particulièrement les droits sexuels et reproductifs. Laissez-moi commencer en exprimant ma gratitude et mon admiration pour tous les militants dans le milieu, dans le domaine des droits humains, qui travaillent d'arrache-pied pour assurer la justice, la dignité des militants et des êtres humains. Une militante pro-palestinienne vient de nous quitter et pour commencer, je vous invite en sa mémoire à garder une minute de silence. Merci à tous. Nous pouvons commencer la discussion qui s'appelle « Les droits sont menacés, le temps d'agir ».
nous allons entendre Humira Ahmad qui fait partie d'AWID. Elle est la coordinatrice de l'initiative sur la promotion des droits universels et la justice et elle se concentre sur la lutte contre le fascisme, l'intégralisme ou plutôt l'intégrisme et sur la promotion des droits relatifs au genre et à la sexualité au sein des sphères euh, qui concernent les droits humains dans l'ONU. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons souhaité organiser cet événement pour le lancement du dernier rapport Rights at Risk, les droits menacés, le temps d'agir, mais nous souhaitions également nous pencher sur le sujet afin de lutter contre la montée du fascisme et de l'intégrisme. Dans le monde entier, les droits humains, les droits sexuels et reproducteurs sont menacés par des mouvements intégristes, par l'emprise des entreprises sur l'État et aujourd'hui, les acteurs étatiques et non étatiques sont utilisés pour faire en sorte pour sous-entendre que des services reproductifs et sexuels ne sont pas essentiels. Et aujourd'hui, la pandémie du COVID-19 a eu de graves conséquences pour les femmes, les handicapés et les populations du Sud mondial. Ces groupes ont été les boucs émissaires dans le cadre de cette pandémie et ces phénomènes se manifestent de manière très différente selon le pays concerné. Le patriarcat ainsi que d'autres groupes en faveur de la famille sont très dangereux et donc aujourd'hui les droits humains sont menacés et il s'agit d'une lutte pour les féministes et pour les mouvements en faveur des droits humains. Nous reconnaissons cette menace, c'est une menace systémique et notre observatoire travaille et œuvre depuis très longtemps afin d'effectuer un contrôle de ces différentes tendances inquiétantes. Et au sein de l'ONU, des acteurs étatiques et non étatiques se mobilisent pour pouvoir promouvoir des droits. Ils se coordonnent, ils mobilisent des ressources et nous avons remarqué que aux États-Unis, 280 millions de dollars ont été utilisés pour financer des activités et donc financées par la droite chrétienne et tout cet argent a été utilisé pour contester, pour nuire aux droits humains au sein de l'ONU. Alors que des mouvements féministes du Sud mondial ont des budgets annuels de 30 000 dollars ou moins. Le genre et la sexualité sont instrumentalisés au sein du système onusien. Et donc, les progrès en matière de droits humains, de droits sexuels sont bloqués et je pense que notre collègue nous en parlera un petit peu plus tard, mais tout ce que je viens de vous dire trouve un écho avec nous toutes dans le monde. Et plusieurs acteurs actifs au sein de l'ONU n'ont pas pour objectif de promouvoir les droits, mais plutôt de les mettre en danger. Nous avons besoin d'une protection donc des droits sexuels et reproducteurs qui sont présentés comme étant incompatibles avec des valeurs familiales. Il y a des résolutions au sein du Conseil des droits de l'homme et on parle de valeurs religieuses qui sont instrumentalisées pour justifier des pratiques douteuses.
Donc, au lieu de se prononcer très ouvertement contre certains droits, donc certains acteurs sont masqués et le font de manière subversive, essaient de promouvoir leur programme de manière cachée. Par exemple, lors d'une session du Conseil des droits de l'homme, le Covid, ou plutôt la pandémie de Covid-19 a été utilisée pour promouvoir certaines politiques dites basées sur la famille ou plutôt pour protéger la famille. Et donc, les termes utilisés ont l'air inoffensifs à première vue, mais ici, le terme de famille est utilisé et peut être utilisé à des fins d'attaque. Ces acteurs essaient se réapproprier des droits et de de les pousser du côté d'institutions qui sont déjà puissantes. Et les droits relatifs au genre et à la sexualité sont repris, sont instrumentalisés. Donc, on peut retrouver des concepts tels que l'universalité qui sont instrumentalisés. On réutilise également le terme d'intersectionnalité pour éviter, le racisme évident. Donc, ces termes ont l'air inoffensifs, mais ne le sont pas. Et certains mouvements utilisent le terme intersectionnalité très librement au sein du Conseil des droits humains. Et quelquefois, ces termes sont instrumentalisés pour cacher le racisme systémique qui est très présent dans leur réalité. Ces termes sont également utilisés, mais ce sont des vœux pieux et ils permettent d'éviter d'autres débats beaucoup plus importants. Plusieurs militants féministes ont remarqué que ces mouvements étaient très actifs à New York, mais désormais, ces mouvements arrivent à Genève et les organisations féministes font face à des menaces de représailles, elles font face à une puissance croissante des entreprises. Et donc, ces militants anti-droit sont partout. Ils ont le statut consultatif au sein du Conseil économique et social de l'ONU et peuvent donc miner la participation des organisations de la société civile. Ces anti-droits ont également formé de nombreuses personnes qui ont accédé à des postes de pouvoir. Et on assiste à une exploitation de certains droits, notamment l'exploitation de la justice pour les handicapés, qui est utilisée pour nuire au droit à l'avortement ou encore à la santé et aux droits reproductifs et sexuels. Et récemment, durant la 47e séance du Conseil des droits de l'homme, ces mouvements anti-droits étaient très présents dans les sphères onusiennes et ils ont instrumentalisé la justice en matière de handicap et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont aussi d'autres tactiques qui sont utilisées par des acteurs étatiques et non étatiques avec la création de nouveaux droits pour réagir à ce qui est perçu comme une menace. Par exemple, on a vu, il y a des nouveaux droits qui ont été créés comme les droits des parents et on parle également de pré-éducation sexuelle. Les anti-droits décrivent également les droits relatifs au genre et à la sexualité comme une idéologie. Ils parlent de menaces pour la société, de concepts imposés à la société
Et cela est une tentative de suppression, d'éloignement de la Convention d'Istanbul. En 2018, durant l'examen périodique universel, une ONG qui était soi-disant féministe a parlé de thérapie de conversion et de réhabilitation, et elle a indiqué que ces thérapies de conversion faisaient partie était un droit. Et ce type d'intervention montre que certaines ONG peuvent continuer d'œuvrer en toute impunité. Et de l'extérieur, il y a également, donc à l'extérieur de l'ONU, il y a aussi d'autres acteurs qui sont très actifs. Par exemple, l'année dernière, il y a eu plusieurs campagnes qui ont été lancées avec des pétitions contre des titulaires de mandat qui étaient accusés d'abuser de leurs fonctions. Et l'une des exigences qui a été mise en avant, c'est regarder les financements onusiens, alors que les financements représentent un problème pour les procédures spéciales. Ensuite, il convient de noter l'emprise des entreprises. Il y a il y a des progrès qui ont été faits en matière de genre et de sexualité, mais on les doit seulement aux organisations féministes. Pour ce qui est des opportunités dont nous disposons pour lutter contre ces militants anti-droit au sein de l'ONU, nous avons besoin des outils qui nous permettent de lutter ensemble. Il nous faut donc bien savoir comment ces militants anti-droit œuvrent, et il nous faut des tactiques complémentaires ainsi que d'autres stratégies qui ont été utilisées par les organisations féministes à différents niveaux. Il nous faut également accorder plus de visibilité aux différentes tendances fondamentalistes et conservatrices. Il nous faut également montrer aux yeux de tous ce qu'il se passe, toutes ces interrelations et ces liens cachés qui existent. Les arguments mis en avant sont instrumentalisés, nous le savons. C'est clair pour nous que certains concepts sont instrumentalisés parce que nous sommes des mouvements féministes, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Le rapport est ici pour briser ces mythes, et nous devons également obtenir plus de connaissances sur ces militants anti-droit, sur les liens qui les unissent. Il nous faut davantage, il nous faut les connaître mieux afin de mieux ficeler nos propres stratégies. Nous avons besoin d'une approche holistique, regrouper différents mouvements, mais il nous faut également briser les silos. C'est ce que les mouvements féministes font depuis très longtemps. Mobilisons-nous. Le fondamentalisme et le nationalisme sont une menace pour les droits humains de manière générale et pas seulement pour les droits sexuels et reproductifs. Avant de conclure, je souhaite partager l'appel à l'action que l'Observatoire a lancé avec le rapport. Nous souhaitons une mobilisation que nous considérons comme une priorité. Cet appel à l'action demande au gouvernement ainsi qu'aux titulaires de mandat de reconnaître le caractère universel des droits. Nous les appelons également
à lutter et ce rapport peut nous aider à mettre en évidence ces différents problèmes. Et cet appel à l'action appelle également les États à arrêter toute instrumentalisation de certains termes. Il faut arrêter il faut mettre fin à cette approche à la carte pour ce qui est des droits sexuels et reproductifs. Il nous faut également établir des priorités en matière de collaboration et nous appelons également les acteurs onusiens à résister, à lutter contre la légitimisation de certains acteurs qui abusent de leur position. Je pense que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti. Merci à vous. Much, Humaira, and sorry to rush you at the end there. There was a lot to get through, and that was a very, very comprehensive Merci beaucoup, Oumira. C'était très complet. Cela a permis de mettre en lumière les liens entre différentes organisations et acteurs anti-droit au niveau international et ce qui est réalisé, les liens avec l'échelle locale. Vous avez mis en lumière différentes tendances avec la récupération de la rhétorique des droits humains, l'instrumentalisation de cette rhétorique, le fait d'opposer différents droits humains et la question du financement, l'accaparement des financements qui permettent de mobiliser ces acteurs anti-droits et de saper les droits en matière de sexualité et de genre à différents niveaux. Alors, j'espère que nous allons pouvoir explorer de manière plus approfondie cette question. Je vais donner la parole à notre deuxième intervenante pour aujourd'hui, Morena. Morena est féministe, elle est également militante des droits humains. Elle a participé à différentes organisations au niveau national, différents réseaux régionaux qui œuvrent en faveur des droits humains des femmes. Elle est membre fondateur de Las Dignas et membre du collectif féministe pour le développement local, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, où elle est chargée de la coordination de la formation et des pratiques de gestion des connaissances. Vous avez la parole, Morena. Bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Morena Herrera. Je suis basée en Amérique centrale, une région au cœur, au centre du continent américain. Lorsque le coronavirus est arrivé, nous étions dans une région déjà plongée dans une crise due à un modèle économique, un modèle politique dominé par la violence, le capitalisme et l'aggravation des inégalités qui ont des conséquences sur notre quotidien, nos corps et nos territoires. Voilà, je suis donc basée dans cette région, une des régions du monde à laquelle nous faisons référence comme le triangle du Nord. Il se compose de 3 pays, le Honduras, le Guatemala et le Salvador. On parle de ce triangle quand on fait référence à la situation de ces populations par rapport aux États-Unis, à la question de la sécurité. Une région où la vie des femmes, où la vie des corps féminisés n'a aucune valeur, n'a aucune importance. Dans cette région se trouvent également les pays qui présentent le taux le plus élevé de féminicides, sans que cela ne provoque de véritables scandales, de véritables réactions qui seraient à la mesure de ce que l'on est en droit d'attendre. Au Honduras, la contraception d'urgence est interdite. Récemment, le Parlement a approuvé une réforme constitutionnelle qui vise à interdire toute modification permettant l'accès à l'avortement.
Pendant le confinement au Honduras, le confinement ayant été la mesure principale qui était mise en œuvre pour lutter contre la propagation du coronavirus, on a vu une augmentation de plus du double du nombre de grossesses chez les jeunes filles de 10 à 14 ans. Le suicide d'adolescentes enceintes est devenu depuis plusieurs années la première cause de mortalité indirecte, euh, la première cause de mortalité indirecte maternelle dans cette même région. On voit également l'émergence d'une situation très grave, une situation de répression dans lequel le gouvernement d'Ortega au Nicaragua présente les organisations féministes et d'autres organisations de promotion des droits humains comme des ennemis, des acteurs qui sont réprimés, qui sont emprisonnés. Ce sont des personnes qui se battent pour les droits humains. Je vous parle donc d'une région où la crise était déjà présente, elle était déjà ancrée avant l'arrivée du coronavirus. Et quand le coronavirus est arrivé, il n'a fait qu'aggraver cette crise. Pour en revenir au Salvador, alors, je tenais à dire qu'on voit ici, dans cette région, une interdiction formelle de l'avortement. Au Salvador, on voit que cette interdiction de l'avortement a atteint une sorte de symbolique de l'hégémonie patriarcale et du néolibéralisme qui permet d'avoir le contrôle sur la capacité reproductive des femmes. C'est devenu un élément clé qui permet la soumission des femmes. Dans cette région, certains droits n'ont tout simplement pas lieu de citer. Ils n'existent pas. On bâillonne les voix qui réclament ces droits, on les opprime, on les assassine, on tue les personnes qui se battent pour les droits humains. On constate également dans cette région une augmentation de l'autoritarisme sous prétexte de lutter contre la crise sanitaire. L'urgence sanitaire a été instrumentalisée pour justifier l'augmentation de différentes formes d'autoritarisme dans le but de contrôler la population. Pour vous donner un exemple, ici, l'urgence sanitaire a mis en lumière l'effondrement des services de santé, alors que depuis des années, les politiques néolibérales aboutissent à la privatisation des services publics. Nous avons vu comment les hôpitaux se sont retrouvés débordés. Il n'y a pas suffisamment de personnel, ils sont en sous-effectif. La plupart des membres du personnel soignant sont des femmes. Et ce sont ces personnes qui sont confrontées à la situation, sachant qu'elles souffrent déjà elles-mêmes d'inégalités et qu'elles n'ont pas de soutien. Au Salvador, les femmes sont criminalisées. Les femmes pauvres sont criminalisées, notamment lorsqu'elles sont confrontées à des complications obstétricales. Lorsqu'elles arrivent à l'hôpital pour
avoir de l'aide, pour être prises en charge. Une fois qu'elles se retrouvent dans la salle d'attente, elles sont soupçonnées d'avoir essayé d'avorter et elles sont criminalisées, peu importe le niveau de gravité de leurs complications. À partir de là, on voit le lancement d'un cycle de criminalisation des femmes qui bien souvent aboutit à l'emprisonnement de ces femmes. Certaines d'entre elles écopent parfois de peines de 30 voire 40 ans de prison. On voit aussi là des secteurs conservateurs, néoconservateurs, qui sont très actifs, en complicité, en connivence, souvent avec les gouvernements, et qui réfutent, sapent les droits. Bien souvent, ces forces conservatrices créent des alliances avec les entreprises, le secteur privé et visent à attaquer les mouvements féministes et tous les mouvements qui œuvrent en faveur de la démocratie, qui réclament la liberté, qui réclament le respect des droits humains. Dans cette région, bien souvent, les forces néoconservatrices disent qu'il ne faut pas écouter les recommandations des Nations unies lorsque celles-ci invitent, obligent les gouvernements à garantir le respect des droits humains. Ces forces font valoir plutôt la souveraineté nationale, le droit à l'autodétermination, sans tenir compte de l'autodétermination de chaque femme. Ces forces n'ont cure du fait que des filles de 10 ans puissent être enceintes. Nous sommes un tout petit pays et pourtant, chaque année, plus de 15 000 filles subissent des grossesses non désirées et deviennent femmes, deviennent mères contre leur gré. Cela les conduit souvent à une précarisation, à une vie dans la pauvreté. Nous sommes actuellement en train d'accompagner une fille de 12 ans, qui est aveugle. Elle a été violée et elle a été obligée de mener sa grossesse à terme. Nous avions porté plainte. Nous avons obtenu que son agresseur soit condamné. Mais même si nous avons obtenu une condamnation, ce n'est qu'une maigre consolation, car cette fille de 12 ans a dû mener sa grossesse à terme. Elle n'est pas vraiment en mesure de s'occuper de son fils et son fils est à charge de sa grand-mère âgée de 80 ans. Cette fille a été soumise à une chaîne de violation des droits humains. Dans mon pays, nous avons également entendu les recommandations du groupe de travail sur les détentions arbitraires des Nations unies qui a recommandé au pays de libérer les femmes qui ont été incarcérées dans ce type de processus de criminalisation des femmes. Mais les groupes conservateurs et le gouvernement n'ont pas écouté ces recommandations. Les groupes conservateurs envoient des messages au gouvernement en disant que écouter ces recommandations reviendrait à céder à l'interventionnisme dans notre pays, à l'ingérence. Donc, nous nous trouvons confrontés à un continuum de violence, de violation des droits humains, avec d'un côté
L'idée que nous serions un pays à l'avant-garde de la morale. Nous sommes le pays qui a été le premier à inscrire dans sa constitution nationale la reconnaissance de la personne humaine dès la conception. Et à ce titre, la présence, la vie du fœtus importe davantage que la vie de la mère. Donc le pays est présenté comme étant un fleuron de la morale. Et d'un autre côté, le fait qu'il faudrait aussi suivre la tendance des autres pays. De nombreuses familles essayent de se libérer des chaînes de la pauvreté et pour ceci, la seule option qui leur est possible est la migration. Et souvent, elles se retrouvent bloquées en chemin, elles sont opprimées et forcées à rentrer chez elles dans leur communauté d'origine. Des communautés où elles vivent dans des situations très compliquées, où elles sont vulnérables, où elles n'ont pas toujours accès à l'eau, où elles n'ont pas, où elles ont une charge domestique qui s'alourdit pour les femmes, car la situation sanitaire n'a fait qu'aggraver la charge domestique des femmes. Par ailleurs, nous avons été enfermés chez nous sans pouvoir anticiper le fait que le confinement allait aggraver les violences à l'encontre des femmes dans la sphère domestique. De nombreuses femmes sont mortes en raison de la violence, en raison des féminicides. Nous avons découvert récemment un cimetière clandestin où ont été découverts 42 corps, dont la plupart étaient des corps de femmes qui ont été assassinés après avoir subi des faits de violence. C'est dans un lieu qui s'appelle Chalchuap. Mais le gouvernement ou les groupes qui luttent contre ces droits, n'ont eu que faire de cette découverte, n'ont rien fait. Excusez-moi, Morena, il vous reste 2 minutes, si vous pouvez conclure, s'il vous plaît. Bien sûr. Ils affirment qu'il n'est pas nécessaire de mener à bien des autopsies complètes pour savoir ce qui s'est passé, alors que l'on pourrait faire un lien entre la violence sexuelle et les féminicides. Voilà, c'est donc un lieu où nous luttons chaque jour, un lieu où nous célébrons les femmes. Et dans ce lieu-là, nous avons découvert ce cimetière. C'est un lieu où les femmes peuvent passer d'un hôpital à la prison, mais également un endroit où les mouvements féministes se réjouissent des acquis féministes. Nous célébrons également le féminisme internationaliste. C'est un pays, une région où nous espérons que la Cour interaméricaine des droits humains rendra une décision favorable dans le cas de l'affaire Manuela, qui concentre vraiment nos espérances pour que l'on puisse obtenir réparation dans le cas d'une femme qui a été criminalisée, qui est morte en prison et qui reflète une réalité qui n'est pas seulement la réalité du Salvador, mais également la réalité présente dans d'autres pays d'Amérique latine. Il faut donc savoir comment agissent les groupes anti-droit, savoir comment ils peuvent avoir une influence sur les décisions des organismes de droits humains. Et c'est ainsi que nous aurons plus de force, plus d'influence et que nous pourrons continuer de lutter pour nos droits. Merci. Thank you so much for that really powerful intervention.
Merci beaucoup, Morena, et bravo. Merci pour cette intervention très significative qui ont mis en lumière les actions des néoconservateurs. Merci beaucoup pour cet aperçu spécifique à votre pays. Et je vous remercie d'avoir souligné l'importance d'agir et avec une affaire auprès de la Cour sud-américaine pour les droits humains. Avant de passer à notre prochaine féministe, je souhaiterais encourager tous les participants. Nous sommes très heureuses de voir autant de participants, de voir un tel intérêt pour ce sujet. Nous sommes en train de renforcer notre élan de solidarité féministe internationale et c'est à cet effet que je vous encourage à utiliser le chat pour nous envoyer vos commentaires, vos réflexions. N'hésitez pas à utiliser le bouton questions et réponses pour nous faire parvenir toutes questions que vous souhaitez adresser à nos panélistes. Sans plus tarder, je souhaite vous présenter notre prochaine intervenante, Mélissa, qui est la présidente du groupe de travail onusien sur la discrimination contre les femmes et les filles. Elle est avocate œuvrant dans le domaine des droits humains. Elle plaide en faveur des droits des femmes. Cela fait près de 20 ans qu'elle défend les droits des femmes. Elle a mené des missions exploratoires. Elle a fait appel aux litiges stratégiques, elle renforce la capacité des organisations de la société civile. Mélissa, vous allez nous parler d'un rapport qui va parler de l'instrumentalisation de la pandémie du Covid, notamment un sujet qui a déjà été abordé par Morena. Et donc, nous suivons votre intervention avec grand intérêt. Merci. Chers collègues et chères participantes, je commence par remercier les organisatrices pour m'avoir invité à cette discussion et au nom de mon groupe de travail onusien. Je suis heureuse d'être ici, de participer à une conversation qui va nous permettre d'assurer l'universalité des droits humains et de lutter contre l'infiltration des antidroits au sein du système onusien. Le groupe de travail le dit souvent, et le progrès vers l'égalité des sexes et vers le respect des droits sexuels et reproducteurs sont des concepts qui sont menacés par les antidroits. Notre dernier rapport sur les droits sexuels et reproducteurs des femmes et des jeunes filles souligne les menaces à l'encontre de la santé reproductrice des femmes et des filles avant et pendant la crise, avec des lois discriminatoires, des pratiques discriminatoires, le manque d'importance accordée à ce thème par les gouvernements, le manque de responsabilité juridique, le manque de soutien et des violences perpétrées à l'encontre des défenseurs des droits humains. Les femmes et les filles sont exclues de la prise de décision. Les hommes ne prennent pas leurs responsabilités. Il y a également une opposition de la part une opposition religieuse à la santé reproductive. Donc, nous parlons des droits et de la santé sexuelle et reproducteur. Nous demandons, donc dans notre rapport, nous montrons que l'égalité des sexes est menacée par la liberté religieuse, en tout cas sous cette excuse. Plusieurs acteurs œuvrent dans le monde entier et s'opposent à des lois et des politiques. Et nous essayons, nous, de lutter contre ces lois qui menacent les droits des femmes et des jeunes filles. La liberté de la religion ne peut pas être instrumentalisée pour justifier des violences perpétrées à l'encontre des femmes. Plusieurs pratiques discriminatoires contre les femmes doivent être éliminées dans le monde entier
Ces dernières années, il y a eu un retour de bâton de la part des gouvernements, notamment au système de l'ONU, où l'universalité des droits humains est remise en question. Et nous sommes préoccupés parce que les droits reproductifs et sexuels des femmes et des jeunes filles sont sous-estimés, sont mis de côté, notamment en période de crise. Les droits sexuels et reproductifs des femmes sont menacés et l'excuse qui est utilisée pour y arriver, c'est l'opposition au droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, un droit à un avortement sûr l'avortement sûr doit être un droit et nous devons lutter contre toute menace à l'intégrité, à l'autonomie physique des femmes. Et récemment, certains États ont indiqué que les militants pour le droit à l'égalité développent une idéologie dangereuse. C'est une instrumentalisation du terme idéologie. Dans notre rapport, nous reconnaissons que la pandémie de COVID-19 a entraîné des difficultés économiques et sociales et a également entraîné des crises sur le plan personnel. Les femmes et les jeunes filles ont été affectés beaucoup plus que les autres. Et au sein de la pandémie actuelle, certains pays ont un accès très limité aux services sexuels et reproducteurs, notamment pour ce qui est de l'avortement, des services d'avortement sûrs. Dans certains pays enregistrent une montée des violences obstétrices. Les violences sexistes ont eu un impact sur les droits reproducteurs et sexuels et cet impact n'est pas documenté. Nous soulignons qu'aucun pays ne peut être vraiment à même de remonter la pente après une telle crise. Les femmes et les filles font face à des risques sexuels au niveau de leurs droits sexuels et reproducteurs. Et il ne s'agit pas ici de dommages collatéraux, il s'agit plutôt d'échecs politiques de violation des droits humains. Nous savons que plusieurs événements liés au COVID-19 peuvent entraîner des difficultés supplémentaires. Certains systèmes de santé présentent des lacunes au niveau des services de santé sexuelle et reproducteurs. Plusieurs ressources consacrées aux femmes et aux jeunes filles sont détournées. Certaines femmes et certaines jeunes filles font face à de nombreuses barrières dues à des discriminations intersectionnelles. Par exemple, pensons aux femmes handicapées, à celles qui vivent dans des régions agricoles, aux réfugiés, aux personnes qui ont été déplacées. Plusieurs groupes de femmes et de jeunes filles vivent dans un état continu de crise en raison de la tradition d'oppression et de discrimination ainsi que de violences systématiques et de non-respect de leur culture. Et là, je me réfère aux femmes autochtones ainsi qu'à d'autres. Ces violations des droits humains doivent être reconnues. Nous ne pensons pas qu'il y a un manque de ressources ni de compétences, mais la dignité, l'intégrité physique et l'autonomie des femmes est mise de côté et cela ne fait que mettre en danger leurs droits sexuels et reproducteurs. Nous estimons qu'il nous faut modifier notre approche vis-à-vis de la crise. Il nous faut une approche plus centrée sur les femmes. Nous devons y apporter une réaction, une réponse intersectionnelle. Nous devons reconnaître les traumatismes à long terme liés au non-respect des droits sexuels et reproducteurs des femmes et des jeunes filles. Les forces conservatrices doivent nous aider et donc nous recommandons que
les États membres s'opposent aux idéologies racistes et intégristes qui menacent l'égalité des sexes. Nous devons lutter contre la désinformation qui mettent les droits sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes filles en danger. Nous avons besoin d'aide, d'assistance qui soit aux normes pour ce qui est des droits humains. Le système onusien doit être soutenu. Les idéologies anti-droits doivent être combattues. Les processus onusiens doivent être menés dans le respect de ces droits. Il nous faut renoncer à utiliser l'influence politique des États, des acteurs étatiques et non étatiques, et éviter tous les programmes qui ne sont pas compatibles avec les droits sexuels et reproducteurs des femmes. Le 25 juin, durant le Conseil des droits de l'homme, nous avons présenté ce rapport avec nos recommandations. Il y a eu un dialogue utile. La majeure partie des intervenants étaient d'accord avec nos conclusions et seuls 3 pays ont indiqué que notre rapport contenait certains éléments problématiques. La santé et les droits sexuels et reproducteurs ne font pas partie des outils internationaux. En tout cas, c'est un autre argument qui a été mis en avant par ces 3 pays. Nous avons confirmé que selon le droit international, la liberté de religion ne peut pas être utilisée pour justifier les violences commises à l'encontre des femmes. Les procédures spéciales représentent une opportunité. Je suis une voix indépendante au sein du système onusien et nous, moi et mes collègues, nous devons lutter contre ces militants anti-droits et rappeler aux États membres quelles sont leurs obligations. L'une des lacunes que nous avons remarquées au sein du système onusien, c'est le manque de coordination et de coopération. Et nous regrettons que la santé des femmes, que l'autonomisation politique et la participation économique des femmes soient abordées comme étant des sujets indépendants alors qu'ils sont liés. Nous avons besoin d'une approche holistique pour faire la promotion des droits des femmes et il nous faut éliminer les violences sexistes et la discrimination sexiste dans l'espace privé comme public. Nous devons promouvoir la responsabilité juridique et il nous faut une approche intersectionnelle pour reconnaître les violations des droits humains qui sont subies par un même individu tout au long de leur vie. Les procédures spéciales publient des rapports thématiques. Les États membres doivent tenir compte des recommandations de ces procédures spéciales. La mise en œuvre peut être contrôlée par la société civile et cela peut contribuer à promouvoir un certain élément de degré de sensibilisation à tous les niveaux. Il y a des visites de pays dans le cadre des procédures spéciales et cela nous donne l'opportunité d'interagir avec des acteurs locaux et nationaux et cela nous donne l'opportunité également de voir par nos yeux ce qui se passe sur place. Après une visite sur le terrain, nous formulons des recommandations. Ces rapports mettent en évidence les problèmes et peuvent être utilisés pour favoriser la collaboration entre alliés. Cela nous permet également de mettre en évidence les tendances positives et négatives, mais aussi à mettre en évidence les stratégies à utiliser. Nous utilisons également un autre outil qui est la communication, notamment la communication mutuelle avec d'autres procédures spéciales. Une fois publiques, on peut les utiliser pour dévoiler toute agression perpétrée par des États membres. Nous pouvons notamment mettre en évidence toute mesure idéologique et attaque. À plusieurs occasions, nous avons dévoilé et révélé au monde les menaces dont les femmes défenseuses des droits humains sont victimes.
Nous souhaitons apporter plus de soutien aux ONG qui promeuvent les droits des femmes et nous avons appelé l'ONU à lutter encore plus contre les violations des droits des défenseuses des droits humains. Et plusieurs communications sont gérées par nous et plusieurs d'entre elles prennent leur origine dans des accusations. Mélissa, est-ce que vous pourriez conclure? Oui. De même, les institutions nationales qui œuvrent pour les droits humains peuvent faire le lien entre les acteurs étatiques et les ONG. Et nous essayons également de parler de genre et il nous faut également lutter contre la désinformation. Pour conclure, je souhaitais seulement vous dire que nous devons créer un environnement qui soit un appui. Je vous remercie pour ce rapport car c'est une ressource très importante. C'est une ressource qui sera très utile pour nous aussi. C'est une ressource que nous avons déjà utilisée et que nous continuerons à utiliser. Ce rapport montre également que l'engagement peut donner beaucoup de résultats. Merci. Merci beaucoup, Mélissa. C'était très clair, très profond et cela a donné une bonne vision des tendances actuelles. Merci également d'avoir rappelé les obligations des États de lutter contre les idéologies néfastes en termes de droits à la sexualité, droits sexuels et reproductifs. Vous avez également présenté un contexte plus large d'inégalités structurelles et historiques dont souffrent les femmes et certains groupes marginalisés, ce qui fait que ces groupes, ces personnes sont d'autant plus vulnérables en temps de crise, comme dans le cas de cette pandémie. Donc, merci beaucoup. Avant de passer à notre dernière intervenante, je vous demanderai, je vous invite à utiliser la fonction chat pour poser des questions ou voir les ressources que nous y publions. Il y a un lien vers le dernier rapport, donc Nos droits menacés, qui a été publié. Vous pouvez également partager des ressources, des points que vous souhaiteriez que nous aborderions par la suite. N'hésitez pas en tout cas à vous exprimer sur le chat. Et merci de votre participation. N'hésitez pas à continuer. Et je vais maintenant donner la parole à notre dernière intervenante pour aujourd'hui, Nada Ahwad. Nada est chargée de plaidoyer international à l'Institut du Caire pour les études en droits humains. Elle est chargée des violations des droits humains dans la région Moyen-Orient-Afrique du Nord. Elle a également été chargée par le passé de l'unité plaidoyer au Centre d'action communautaire de l'Université Al-Quds, où elle s'est concentrée sur la question du transfert forcé des Palestiniens de Jérusalem. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, Nada. Nous allons passer à un contexte national plus précis. Vous allez donc nous parler de la réalité du contexte palestinien. Vous avez la parole, Nada. Merci beaucoup. Merci d'avoir organisé ce webinaire. Merci aux autres intervenantes. Comme vous l'avez dit, je vais vous parler plus précisément de la situation de la Palestine. Je vais m'appuyer donc sur la question des obligations du Conseil des droits humains, le fait qu'il y a une présentation par Israël comme démocratie dans le Moyen-Orient qui se bat pour les droits de la communauté LGBTQI. En réalité, depuis 73 ans, Israël opprime la communauté palestinienne et cette oppression continue représente un crime contre l'humanité à l'encontre des Palestiniens.
Tout d'abord, le fait que Israël se présente comme un soutien de la communauté LGBTQI au niveau international et au niveau national. Eh bien, je vais commencer par une déclaration qui a été faite lors d'une précédente session du Conseil des droits humains, où il a été dit, je cite, « Ce n'est qu'un nouvel exemple de la persécution des personnes LGBTQI dans les territoires palestiniens où il n'y a aucune protection juridique qui est apportée contre cette discrimination, où les relations homosexuelles sont interdites à Gaza. Euh, Dans le même temps, Israël accueille à bras ouverts les Palestiniens LGBTQI, les demandeurs d'asile qui fuient ces persécutions. Alors, c'est vraiment le discours qui a été utilisé par les Israéliens. C'est une sorte de discours, c'est du pinkwashing qui vise à utiliser la rhétorique gay, des droits de la communauté LGBTQI et pour en revenir à cette déclaration affichée à l'écran, Israël se présente comme le sauveur des personnes LGBTQI. Et pourtant, l'organisation ALCOS dit que ce pinkwashing vise en fait à effacer la présence de leur opposition principale, à savoir le mouvement queer palestinien qui lutte également contre le colonialisme, l'oppression capitaliste et patriarcale. Donc l'idée, c'est que Israël peut se présenter comme le grand sauveur des minorités homosexuelles, mais en réalité, Israël ne fait que effacer les voix queer politisées, les voix queer palestiniennes qui sont politisées, tout ceci pour servir ses intérêts colonialistes. Il faut reconnaître le pinkwashing comme une forme de violence et ceci nous permet de comprendre comment Israël divise, opprime les Palestiniens sur la base du genre et de la sexualité. Alors pour en revenir à un autre point présenté par Israël au Conseil des droits de l'homme, Israël a utilisé le forum du Conseil des droits de l'homme pour continuer à saper les efforts menés par les organisations de la société civile, les défenseurs des droits humains, qui œuvrent à promouvoir les droits des Palestiniens dans ces espaces. On voit que le discours adopté par les autorités israéliennes fait une opposition entre les violations israéliennes et l'antisémitisme. Il a été dit que récemment, il y a eu une propagation des discours de haine, en particulier sur les médias sociaux et les partis politiques, avec par exemple le négationnisme, la désacralisation des lieux de mémoire, des cimetières, et qu'Israël se défend lorsqu'il est accusé d'apartheid ou de ségrégationnisme en affirmant que ces accusations relèvent de l'antisémitisme. Et donc, il fait une comparaison entre l'antisémitisme et toute critique qui pourrait être formulée à son égard. Et ceci donc vise à saper la liberté d'expression et d'association. On voit également que Israël se présente comme un fervent promoteur des droits des femmes. Dans un communiqué conjoint délivré au sujet numéro 8 à la 46e session du Conseil des droits de l'homme, Israël a affirmé qu'il
promeut l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. En fait, la réalité est bien différente. Les violations des droits telles qu'elles sont commises par Israël pourraient relever des violations de masse, avec le manque d'accès à un logement décent, la violation du droit à la vie, la violation de la liberté de mouvement, la violation du droit à l'autodétermination, la violation du droit de gérer leurs propres ressources, toutes ces violations des droits des Palestiniens commises par Israël. Le discours adopté par les autorités dans cette société patriarcale, c'est que les droits des femmes sont une question secondaire par rapport à la question de la nation, la libération, la sécurité de la nation. Maintenant, j'aimerais vous donner un exemple pour illustrer un petit peu le régime de patriarcat et le régime d'apartheid mis en place par Israël et qui sape les droits des femmes. La loi israélienne qui interdit l'unification des familles au-delà de la ligne verte et ceux qui vivent dans la bande de Gaza a un objectif démographique qui vise à réduire la population palestinienne. Donc, si une femme décide de se marier avec un homme qui réside dans une autre zone, elle n'obtiendra pas de droit de séjour permanent, mais seulement temporaire. Si cette femme se marie avant l'âge de 25 ans, ou si le ministère de l'Intérieur refuse sa demande et qu'elle vit à Jérusalem sans titre de séjour, elle pourrait être confrontée à un transfert forcé. Et on voit de nombreuses situations dans lesquelles des femmes qui sont victimes de violences domestiques ne peuvent pas se rendre auprès des autorités parce qu'elles n'ont pas de titre de séjour. Et elles ne peuvent pas non plus quitter la zone, quitter Jérusalem, par exemple, parce qu'elles ne pourront pas y retourner. Donc, on voit comment le patriarcat et l'apartheid fonctionnent main dans la main. Mais on voit également donc comment Israël se présente comme une démocratie dynamique, pro-droit. En vérité, ce qui se voit, ce qui se passe, c'est que Israël commet un crime d'apartheid à l'encontre des Palestiniens. Depuis 1974, avec la ligne de division de la Palestine, Israël a inscrit dans ses lois le transfert forcé des Palestiniens et le remplacement des Palestiniens par des colons israéliens. Depuis la Nakba, Israël refuse aux réfugiés et aux personnes déplacées palestiniennes le droit de retourner chez elles. Israël a adopté une loi intitulée Loi de retour qui permet à toute personne juive résidant en dehors d'Israël à s'installer en Israël. Elle autorise l'expropriation des personnes palestiniennes qui sont réfugiées ou qui ont été transférées de manière forcée. Et Israël adopte des lois, des pratiques qui visent à imposer un système d'oppression colonialiste à l'encontre du peuple palestinien.
Il y a une fragmentation, une volonté délibérée de diviser la population palestinienne. Israël divise la population palestinienne en 4 zones géographiques, 4 catégories. Et via cette création de catégories, Israël fait en sorte donc d'avoir à la fois des Palestiniens, des groupes de Palestiniens qui ne peuvent pas se réunir, qui ne peuvent pas se rassembler et se battre collectivement pour leurs droits, qui ne peuvent pas faire reconnaître leurs droits en tant que groupe. Israël impose également des sanctions collectives, des mises en détention, des violences, des moyens qui visent à supprimer toute forme d'opposition de la part des Palestiniens. Sur la diapositive suivante, vous pouvez voir la photo de Khaled Jahar. En début de session, on a entendu que Khalida Jahar, qui travaillait au HAC sur les questions de genre, donc dans une organisation palestinienne, est décédée il y a 2 jours. Khalida a été emprisonnée à plusieurs reprises. Elle a été arrêtée de manière arbitraire à plusieurs reprises par des Israéliens. Khalida était une leader de la société civile, une militante. Elle est aujourd'hui détenue de manière arbitraire pour avoir dénoncé les violations commises par Israël. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont Israël opprime et exerce des violences à l'encontre des femmes. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu du rôle joué par la communauté internationale. En 2018, les États-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l'homme au prétexte, je cite, que le Conseil avait des préjugés à l'encontre d'Israël. L'Union européenne a demandé le retrait de l'article 7 porte sur les territoires palestiniens. Sachant que la division ordonnée par les Nations unies a conduit à des violations commises à l'encontre des Palestiniens, mais sachant que depuis rien n'a été fait pour réparer cette situation. Pendant des décennies, la communauté internationale est restée muette et a permis à Israël de maintenir cet état d'apartheid. Et donc, l'article 7 ne doit être retiré qu'à condition que la communauté internationale exige d'Israël qu'il lutte contre ces violations, arrête ces opérations d'annexation, permettent le retour des réfugiés et pourtant aucune mesure n'a été prise pour contraindre Israël à mettre en œuvre les mesures qu'il doit mettre en œuvre. Une base de données doit être mise en œuvre qui compile les différentes entreprises qui mènent des activités en lien avec les opérations de colonies d'Israël. Nada, je vais vous demander de bien vouloir conclure, s'il vous plaît. Et l'idée était de donner mandat au HCDH pour créer une liste d'entreprises et à publier et mettre à jour cette liste chaque année. Cependant, cette
base de données a été créée, un rapport a été publié 3 ans plus tard, ce qui a représenté une mesure importante pour effectuer une pression et demander la mise en œuvre des principes directeurs sur les droits de l'homme et les activités des entreprises. Cela permet également de garantir la crédibilité du Conseil des droits de l'homme. Or, si le Conseil des droits de l'homme faillit à cette pression politique dans ce mandat, cela signifierait que les intérêts des États et des entreprises ont plus d'importance que les droits humains. Merci beaucoup, Nada, pour cette présentation très percutante qui montre la façon dont Israël récupère la rhétorique des droits humains et des droits LGBTI pour saper les droits des Palestiniens. Nous remercions donc l'ensemble de nos intervenantes pour leurs allocutions. Nous avons un petit peu de temps pour une session de questions-réponses. Si vous souhaitez poser une question à l'une ou l'autre des intervenantes, n'hésitez pas à le faire. L'une des questions qui a été posée de Kay de Nouvelle-Zélande porte sur l'absence de lien entre les mouvements afin de contrer les forces anti-droit qui, elles, arrivent à être très coordonnées, très unies. Alors, selon vous, quel pourrait être ce lien qui nous permettrait à nous tous et toutes qui œuvrons en faveur des droits humains d'être plus unis? Voilà donc une question qui a été posée et je donne la parole aux intervenantes pour qu'elles puissent y répondre. Maybe I can go first as the first speaker, and then I definitely invite Melissa. Je peux commencer, puis ensuite j'inviterai les autres intervenantes à partager leur opinion. Alors, cette question est très importante, elle est aussi très intéressante, étant donné que on a un peu l'impression d'être focalisé sur la résistance. Il y a très peu de promotion, mais ce qui est important, c'est que nous soyons unis dans notre lutte. Nos principes et nos organisations sont basées sur une vue élargie, une vision très élargie des droits, sur la solidarité, sur le soutien, sur des soins. C'est ce qui nous rapproche, ce qui nous rend plus unis que jamais. Et selon moi, au sein de notre communauté, il y a des réalités spécifiques, des réalités féministes qui reposent sur le quotidien avec différentes formes de famille, c'est-à-dire des familles qui existent, qui sont bien réelles. Je sais que beaucoup de notre membres, tels que Moussawa, essaient de faire bouger les choses et de montrer que la religion et la culture n'appartiennent pas aux groupes anti-droit, ils nous appartiennent. C'est ce qui nous rapproche, ce qui nous réunit, puisque nous avons cette vision très élargie des droits au sein de notre contexte, de notre propre monde. Je peux ajouter quelques mots pour ce qui est de ce qui nous unit et de l'endroit d'où l'on vient. On a parlé du désavantage
des organisations œuvrant pour les droits des femmes. On a parlé du manque de financement pour ces organisations, puisqu'on les a donc comparées aux financements très sombres qui sont disponibles, qui sont fournis par plusieurs sources, notamment par des gouvernements. En effet, il y a des financements publics qui sont octroyés à des activités qui ne sont pas forcément qui ne vont pas promouvoir les droits humains, plutôt le contraire, ou qui vont plutôt promouvoir des arguments douteux, toute campagne visant à instrumentaliser des institutions publiques. Donc, c'est un grand désavantage, il y a un grand écart, il faut en parler, il y a un fossé. Et donc, nous devons augmenter les ressources allouées aux organisations féministes. Il y a de nombreux engagements qui ont déjà été pris. Le système de financement actuel est en place. Il sera intéressant de voir comment est-ce qu'ils seront alloués, mais nous espérons que davantage de ressources seront allouées aux organisations qui défendent l'égalité des sexes. Et vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup d'opinions différentes. Donc, nous devons davantage nous interagir et échanger nos compétences, nos opinions. Il nous faut faire le lien entre des États membres, des mécanismes. Il nous faut donc mener toutes ces activités pour développer une stratégie. Nous avons besoin d'un espace, mais nous avons également besoin de ressources financières, de ressources en termes de temps. Là, avec la pandémie, nous ne pouvons plus nous voir, mais nous pouvons interagir en ligne. Nous devons encore abattre de nombreuses barrières, mais nous pouvons commencer par exiger davantage de ressources pour les organisations des féministes afin que nous puissions avoir davantage de contacts et nous écouter et donc agir ensemble ensuite. Merci, Mélissa. J'invite Morena et Nada à apporter leurs commentaires en se basant sur leur pays. Y a-t-il des stratégies ou des recommandations, des alliances qui sont en construction? Je vais demander à Morena de prendre la parole en premier. Ensuite, ce sera à Nada. Merci beaucoup. Et vous savez, si dans un pays, si dans un pays il est difficile d'accéder à la justice, les instances internationales qui garantissent la reconnaissance des droits humains deviennent le seul moyen stable, le seul recours. Je parle du système interaméricain des droits humains, de l'ONU. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est très important pour assurer la reconnaissance des droits dans notre pays et pour s'assurer que le monde se rende compte de la violation systématique des droits humains. Dans le cas spécifique de la pénalisation entière de l'avortement, ce dont nous avons besoin, c'est que des instances telles que le Conseil des droits de l'homme reconnaissent officiellement que obliger une petite fille à poursuivre sa grossesse, une grossesse causée par un viol, eh bien, c'est une torture qu'elle va devoir subir pendant toute sa vie et pas seulement pendant les 9 mois de gestation. C'est une torture qui va durer jusqu'à la fin de sa vie. La petite fille sera traumatisée, sa famille aussi. D'autre part, ce que nous voulons, c'est que des instances telles que l'ONU reconnaissent officiellement le concept de féminicide, mais également
les violences systématiques qui peuvent porter à une force extrême de violence. Nous souhaitons que l'ONU s'engage et reconnaisse la nécessité de développer de nouvelles masculinités pour pouvoir établir de nouveaux rapports avec les femmes. Selon moi, la communauté internationale doit agir, mais ces instances semblent très loin des problèmes auxquels nous faisons face. Toutefois, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai espoir. Je pense que le prochain verdict de la Cour interaméricaine des droits humains, j'ai espoir, je place tous mes espoirs en elle et je sais que ces instances vont pouvoir assurer le maintien des droits des femmes, euh, euh, faire en sorte que les droits des femmes ne soient pas violés, faire en sorte que notre pays puisse évoluer, mais pas seulement sur le plan économique. La communauté internationale doit s'engager pour œuvrer avec les organisations de défense des droits humains. Ils doivent s'engager au niveau de reconnaissance, pour reconnaître les droits humains, mais aussi pour soutenir, pour apporter leur soutien, notamment sur le plan financier. Ils doivent également apporter leur soutien avec des services d'information. Merci beaucoup. Nada, à vous. Je vais juste ajouter quelque chose sur les financements. Sur les attaques au niveau des financements, c'est le cas en Palestine. De nombreuses lois israéliennes font en sorte que plusieurs organisations palestiniennes ne puissent pas travailler. Et il y a aussi des attaques qui sont perpétrées par d'autres États, d'autres organisations pour bloquer les financements alloués aux ONG palestiniennes. Ces cas d'abus sont une réalité dans le cadre de la lutte contre le colonialisme. Et en Palestine, nous avons de nombreux rapports, de nombreux liens avec d'autres luttes, notamment des luttes contre le colonialisme de manière générale. Et nous possédons un réseau qui nous apporte beaucoup de soutien avec la base de données de l'ONU, par exemple. Il y a une commission d'enquête, par exemple, et c'est la première fois qu'un commissaire chargé de la Palestine a été chargé d'identifier des causes profondes. Donc, nous ne nous tournons pas seulement vers les symptômes, mais nous essayons donc de nous tourner vers les causes profondes de l'apartheid. Et cette commission d'enquête va donc examiner la situation de manière générale. Les Palestiniens ne sont pas des agresseurs, ce sont des êtres humains. Et plusieurs organisations de la société civile ont publié plusieurs appels et j'espère que ça continuera et que nous pourrons en profiter à l'avenir. Merci beaucoup, Nada. Merci à tous nos panélistes. Merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances et votre expérience. Et vos interventions ont été très appréciées. Donc, merci beaucoup d'avoir choisi d'assister à notre réunion d'aujourd'hui. Je souhaite également remercier nos formidables interprètes et les personnes qui nous ont apporté un soutien technique dans le cadre du webinaire. Enfin, je vous confirme que les ressources produites par l'Observatoire ont été partagées dans le chat avec notre appel à l'action. Alors, n'hésitez pas à télécharger ces documents. Merci d'avoir assisté à cette discussion. Nous devons poursuivre notre élan de solidarité transnationale et féministe. Merci beaucoup.